Debout, penché sur la rambarde de verre du penthouse, le vent de Paris me giflait le visage, un vent froid mais étrangement vivifiant. Sous moi, la ville s'étirait à l'infini, un tapis scintillant de lumières et d'histoires. La tour Montparnasse se dressait là, familière, un point de repère dans ce chaos lumineux. Je portais une robe en soie noire, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé posséder il y a quelques mois. Mes doigts usaient ces florins de verglacé, sans des rugosités, sans des marques que les années de combat avaient laissées. Presque. Le fantôme de l'ancienne moi n'était jamais très loin, tapis juste sous la surface. C'était il y a combien de temps déjà? 3 semaines, un mois? Le temps n'avait plus de sens. C'est quand je travaillais à l'Obsidienne que tout a basculé. Ce club, ce temple du pouvoir et de la discrétion, où l'air était épais d'un mélange de cuir coûteux, de tabac cubain et d'une peur si particulière qu'on pouvait presque la goûter. Une peur silencieuse, vibrante sous le cliquetis des verres de baccarat et le murmure des conversations. C'était le domaine de Julien Dubois, le capot de Capi de Paris, un homme dont la fortune rivalisait, disait-on, avec celle de petits États, et dont le tempérament était aussi imprévisible qu'un pistolet chargé. J'y travaillais depuis 3 semaines, ou peut-être un peu plus. Je portais un uniforme trop grand, mes lunettes épaisses me masquaient le regard. J'avais appris l'art d'être invisible. J'étais Marie, la serveuse maladroite, la femme sans importance, celle qui tremblait sous la pression. Pas le spectre, le nom de ring que j'avais abandonné 6 mois plus tôt, après qu'un combat ait mal tourné à Marseille. Je n'étais pas Stella Curvez, la femme qu'on traquait pour 5 millions d'euros. Juste Marie. Encore du vin. La voix retentit du carré VIP. Une main claqua sur la table et je tressaillis. Le cœur martelait mes côtes, un rythme que je connaissais trop bien, celui de la panique feinte. Je n'avais pas peur. Non, pas de lui. Plutôt de ce que je pourrais lui faire si jamais je lâchais prise, si le spectre reprenait le contrôle. Mais il ne devait pas. Pas ici. Pas encore. C'était à table centrale, la gueule du lion. Julien Dubois y était assis, au milieu des banquettes de velours, tel un prince des ténèbres sur son trône. Il était beau, indéniablement, avec des traits anguleux, des yeux de la couleur d'un expresso glacé et un costume Tom Ford sur mesure qui valait plus que toute mon existence. Mais il y avait une cruauté dans la mâchoire serrée, une froideur dans son regard qui avertissait de garder ses distances. Autour de lui, ses lieutenants, Pierre, une armoire à glace avec une cicatrice qui barrait son cou, et Victor, un associé de passage visiblement déjà éméché. Je me suis avancé, ma tête baissée, les yeux fixés sur la nappe. Règle cardinale de ma nouvelle vie. Ne pas attirer l'attention. Quand Victor, cherchant clairement un divertissement, a tendu la main et a attrapé mon poignet, j'ai senti l'instinct ancestral remonter. Briser le poignet. Pivoter. Coude à la tempe. Des milliers d'heures de combat me hurlaient de le faire. Je l'ai forcé à se taire. J'ai préféré trébucher légèrement, laissant échapper un petit cri. « Regarde-moi celle-là, Julien. » Victor ricanait, me tirant plus fort. Joli minois caché derrière ses horribles lunettes. « Pourquoi tu embauches du personnel si ringard dans un endroit comme ça? » La bouteille de Château Margaux de 1996 a vacillé dans ma main. « Monsieur, s'il vous plaît, lâchez-moi. » Ma voix était douce, volontairement faible et haletante. « Victor, laisse la serveuse tranquille, » a dit Julien, sans même lever les yeux du dossier qu'il lisait. Sa voix était blasée, indifférente. Il ne se souciait pas de ma sécurité, seulement du calme. « Je m'amuse, patron. » Victor rit, tirant plus fort encore. « Viens ici, ma belle. Enlève ses lunettes. » La secousse soudaine a fait basculer la bouteille. Le liquide rouge, épais et sombre comme du sang, a giclé. Il a manqué le verre et a éclaboussé directement la chemise blanche immaculée de Julien et le revers de sa veste de costume gris anthracite.
Le silence est tombé sur le club. Chaque conversation dans un rayon de 10 mètres a cessé net. Victor a lâché mon poignet comme s'il s'était brûlé, son visage livide. Julien, je... Julien a lentement refermé son dossier. Il a baissé les yeux vers la tache rouge qui s'étendait sur sa poitrine, puis a lentement levé les yeux vers les miens. Pour la première fois, j'ai soutenu son regard. Ses yeux étaient terrifiants, dénués d'émotion, calculateurs et froids. « Tu sais de quoi est-ce fait ce costume ?» a demandé Julien, d'une voix si douce qu'elle était à peine un murmure, mais elle a traversé le silence de la pièce. Je suis tellement désolé, monsieur. » J'ai bégayé, plongeant dans mon personnage. J'ai attrapé une serviette et tendu la main, mais Pierre, le garde du cœur, a intercepté ma main, serrant mes doigts douloureusement. « Ne le touche pas », a grogné Pierre. Julien s'est levé. 6 pieds de 3 d'intimidation pure sont dressés au-dessus de moi. Il a pris la serviette de ma main, a essuyé une tache de vin de son menton, puis a laissé tomber le chiffon sur le sol. « De la laine de Kuna », a dit Julien. 12 000 €. Le vin que tu viens de gaspiller, 3 000 de plus. Je paierai. Et je dis, ma voix tremblant, je le ferai à la tâche, s'il vous plaît. Julien a ri, un rire sec, sans humour. Tu es une serveuse. Tu gagnes quoi? 15 € de l'heure plus les pourboires. Il te faudrait 3 ans pour payer cette note de pressing. Il s'est approché, envahissant mon espace personnel. Il sentait le bois de santal et le danger. Il m'étudiait, cherchant la peur, attendant que je pleure. C'est ce qu'elle faisait toujours. Elle pleurait, elle suppliait, elle lui offrait des faveurs. Mais je n'ai pas pleuré. Derrière les épaisses lentilles de mes lunettes, mes yeux sont restés étrangement stables. Je respirais de manière rythmique, par le nez, par la bouche, contrôlant mon rythme cardiaque. Julien l'a remarqué. Une lueur de confusion a traversé ses yeux. La plupart des gens tremblaient de manière incontrôlable quand ils se tenaient au-dessus d'eux. Moi, je restais immobile. « Tu as un bon équilibre », a murmuré Julien, presque pour lui-même. Soudain, il a asséné un revers de main, purement destiné à m'humilier, à faire tomber mes lunettes. Ce n'était pas un coup mortel, juste irrespectueux. C'est arrivé en une fraction de seconde. Je n'ai pas réfléchi. Mon corps m'a trahi. Avant que sa main ne puisse atteindre ma joue, ma tête a glissé vers la gauche, un mouvement microscopique, un slip, dans le jargon de la boxe. Et ma main gauche a jailli pour contrôler son avant-bras, redirigeant l'énergie de son coup inoffensivement dans l'air. Silence. La main de Julien flottait dans l'espace vide où mon visage se trouvait une milliseconde auparavant. Il a regardé sa propre main, puis moi. J'ai réalisé mon erreur instantanément. J'ai immédiatement rentré mes épaules, fixant le sol. J'ai sursauté. Je suis désolé. Julien n'y a pas cru. L'ennui dans ses yeux avait disparu, remplacé par une curiosité acérée, prédatrice. Il avait jeté ce revers avec une rapidité qui avait terrassé des tueurs rivaux. Une serveuse maladroite ne peut pas esquiver Julien Dubois par accident. Il m'a attrapé le menton, me forçant à le regarder. « Tu n'as pas sursauté », a-t-il chuchoté. « Tu as glissé le jab. » Il m'a relâché et s'est tourné vers Pierre. « Videz la pièce. Tout le monde dehors maintenant. »« Tout le monde dehors, patron », a demandé Pierre, confus. « J'ai dit tout le monde dehors », a rugi Julien. Alors que les clients terrifiés se précipitaient vers les sorties, Julien s'est retourné vers moi, déboutonnant sa veste maculée de vin et la jetant sur la banquette en cuir. Il a retroussé les manches de sa chemise blanche, révélant des avant-bras noueux de muscles et couverts de tatouages. « Tu me dois 15 000 €, a dit Julien, sa voix tombant à un ronronnement dangereux. « Et puisque tu ne peux pas payer avec de l'argent, nous allons négocier une autre forme de paiement. » J'ai reculé d'un pas. « Je ne fais pas ce genre de choses, monsieur. » Julien a ricané. « Sors ça de ta tête. Je ne veux pas de ton corps dans mon lit.
Je veux voir ce que tu caches sous ce tablier. Il a montré la lourde porte en fer au fond de la salle VIP. En bas, la salle de sport. Si tu peux tenir 3 minutes sur le ring avec moi sans te faire mettre KO, j'oublierai la dette. Je te donnerai même un pourboire. Mon cœur a martelé mes côtes. La salle de sport, le ring, c'était le seul endroit où je ne pouvais pas aller. Si je me battais, je me révélerais. Si je me révélerais, les gens qui me traquaient me trouveraient. Et si je refuse? Ai-je demandé doucement. Julien a sorti un briquet argenté de sa poche et a ouvert et fermé le couvercle. Clac, clac. Alors Victor, ici présent, te sortira dans l'allée et t'apprendra une leçon sur le respect envers tes supérieurs. Et crois-moi, Victor ne sait pas quand s'arrêter. J'ai regardé Victor qui craquait ses phalanges avec un sourire sadique. Puis j'ai regardé Julien. L'arrogant parrain pensait qu'il mettait au défi une serveuse pour une humiliation histoire de se défouler. Il pensait être le requin du bassin. J'ai lentement défait mon tablier, j'ai enlevé mes lunettes, les pliant soigneusement et les posant sur la table. Sans les montures, mes yeux étaient saisissants, d'un verre perçant, aussi aiguisé que du verre taillé. 3 minutes, ai-je dit, ma voix ne tremblant plus. Elle était plate, froide et posée. Le sourire de Julien s'est élargi, mais il y avait une lueur de doute dans ses tripes qu'il ne pouvait pas expliquer. 3 minutes, ma belle. Essaie de ne pas mourir. Le sous-sol de l'Obsidienne contrastait fortement avec le luxe velouté d'en haut. C'était un espace caverneux de briques apparentes et de béton, sentant la sueur rance, le feu et l'eau de Javel. Au centre se tenait un ring de boxe de taille réglementaire. La toile tachée de faibles marques sombres que les nettoyeurs n'avaient pas réussi à faire disparaître. C'est ici que la famille Dubois réglait les différends qui ne pouvaient être résolus par l'argent. Julien est monté sur le ring, sautillant légèrement sur la pointe des pieds. Il était bon. Je pouvais le voir immédiatement. Il se déplaçait avec l'assurance fluide d'un homme qui s'entraînait régulièrement. Ce n'était pas un professionnel, mais un bagarreur fort, agressif et habitué à gagner par la force brute et l'intimidation. Pierre se tenait près de la cloche, l'air nerveux. Victor s'appuyait contre des cordes, tenant un verre de whisky, riant. 500 € qu'elle commence à pleurer dans 30 secondes, Julien. 1000, a répondu Julien, sans me quitter des yeux. Allez, monte. Je suis resté à l'extérieur des cordes. J'avais enlevé mon uniforme de serveuse pour révéler un simple débardeur gris et des leggings noirs que je portais en dessous. Mes bras étaient minces, mais définis, les muscles longs et denses. J'ai retiré mes chaussures de travail bon marché, montant sur la toile pieds nus. J'ai senti la texture du tapis sous mes pieds et une poussée d'adrénaline, ancienne et familière, a inondé mon système. C'était une drogue dont j'étais sevré depuis 6 mois. Le spectre se réveillait. « Contrôle, me suis-je dit. Ne le mette pas KO. Contente-toi de survivre. Défunt. Fais-le passer pour de la chance. »« Gants ?» ai-je demandé, regardant le support sur le mur. « Poings nus ?» a dit Julien, levant les poings. « Je veux sentir quand je te frappe, à moins que tu n'aies peur. » Il essayait de me provoquer. Il voulait que je sois en colère, désordonné. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché vers le centre du ring et j'ai levé les mains. Mais je n'ai pas adopté une posture de boxe traditionnelle. J'ai gardé mes mains ouvertes, paumes tournées vers lui, une posture défensive qui semblait amatrice aux yeux non entraînés, mais qui était en fait une variation d'une garde de Muay Thai conçue pour attraper et piéger. « Tant !» a crié Pierre, frappant la toile. Julien a immédiatement bondi. Il n'a pas retenu ses coups. Il a lancé un direct du droit visant directement ma mâchoire. C'était un coup destiné à mettre fin aux choses instantanément. J'ai vu le télégraphe dans le muscle de son épaule avant même que son bras ne bouge. Le temps a semblé ralentir. J'aurais pu me glisser à l'intérieur et lui briser les côtes avec un uppercut. J'aurais pu lui faire un balayage de jambes
et lui fracturer le crâne sur la toile. Au lieu de cela, j'ai fait le strict minimum. J'ai esquivé frénétiquement, faisant en sorte que cela ressemble à une réaction de panique. Le poing de Julien a sifflé au-dessus de ma tête, le souffle de celui-ci me frôlant l'oreille. Glissante, a grogné Julien. Il s'est retourné et a lancé un lourd crochet gauche. Je me suis dérobé en arrière, trébuchant intentionnellement sur mes propres pieds et tombant contre les cordes. Le crochet a manqué mon nez de quelques centimètres. « Lève-toi » a aboyé Julien, appréciant la chasse. « Arrête de courir » Je me suis relevé, respirant bruyamment. « Je n'y arrive pas » ai-je crié, ajoutant un trémolo à ma voix. 2 minutes restantes, a ricané Victor sur le côté. « Frappe-la » Julien avait le visage mauvais. Il m'a acculé. Il a déchaîné une rafale de coups au corps. J'ai couvert, serrant mes coudes contre mes côtes. C'était de la défense en coquille. Pour Julien, j'avais l'air de me recroqueviller. En réalité, je prenais chaque coup sur mes avant-bras et mes coudes, protégeant mes organes vitaux. Il frappe fort, ai-je noté analytiquement. Bonne puissance. Mauvaise précision. Il engage trop son poids. L'un des coups de Julien a traversé ma garde et m'a éraflé la pommette. La peau s'est fendue. Une traînée de sang chaud a coulé sur mon visage. La vue du sang est semblé déclencher quelque chose chez Julien. Ses yeux se sont assombris. Il a armé un coupe de poing circulaire, un coupe de poing massif, télégraphié, qui laissait tout son abdomen exposé. C'était de l'instinct. Pure, indéniable mémoire musculaire. Alors que Julien lançait le coup, mon corps a pris le dessus. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'ouverture était trop parfaite. J'ai baissé mon niveau, pivotant sur mon pied droit. J'ai dirigé mon poing vers le haut, non pas avec toute ma puissance, mais avec une précision parfaite, visant le plexus solaire. Thud. Le son était horriblement humide. Les yeux de Julien ont exorbité. L'air a quitté ses poumons dans un souffle violent. Il a titubé en arrière, se tenant la poitrine, son visage prenant une teinte violacée. Il a suffoqué, essayant d'inhaler, mais son diaphragme était paralysé. Le silence est de nouveau descendu sur le gymnase. Victor a laissé tomber son verre. Il s'est brisé bruyamment sur le béton. Je me tenais là, ma poitrine se soulevant. J'ai réalisé que j'avais rompu mon personnage. Une serveuse ne sait pas comment lancer un coup au foie. Une serveuse ne sait pas exactement où se trouve le plexus solaire. Julien est tombé à un genou, haletant. Il a levé les yeux vers moi, de l'eau coulant de ses yeux à cause du manque d'oxygène, mais il n'y avait plus de colère sur son visage. Il y avait de la reconnaissance. Il a haleté, prenant une respiration saccadée. « Qui es-tu » J'ai reculé vers les cordes. J'ai eu de la chance, tu as glissé. Connerie! Et haleté Julien, se forçant à se lever. Il souffrait, une douleur immense, mais il l'a ignoré. Il a essuyé la sueur de son front. C'était un crochet au foie, professionnel, concis. Il a marché vers moi, pas agressivement cette fois, mais avec une intensité terrifiante. Tu n'es pas une serveuse, tu es une combattante. J'ai pris un cours d'autodéfense au foyer socio-culturel. Ai-je menti, cherchant une sortie? Ne me mens pas, a rugi Julien, sa voix résonnant sur les murs de béton. Je reconnais la violence quand je la vois. Tu bouges comme une tueuse. Il s'est arrêté à 60 centimètres de moi. Il a regardé la coupure sur ma joue, puis mes mains. Il a attrapé ma main droite, forçant ma paume à s'ouvrir. Il a tracé les épais cales jaunâtres sur mes phalanges avec son pouce. « Ça ne vient pas de porter des plateaux », a-t-il dit doucement. Soudain, la lourde porte en fer en haut des escaliers s'est ouverte en grand. « Patron, on a un problème. » C'était le videur d'en haut. Julien n'a pas quitté mon regard. « Je suis occupé. »« Ce sont les corbeaux », a crié le videur, la panique dans la voix. « Ils sont dehors. 3 SUV. Ils disent qu'ils viennent chercher Victor. » Victor, l'associé ivre, est soudainement paru sobre. « Julien, tu dois me protéger. Les corbeaux. »
Ils pensent que j'ai détourné leur cargaison à Rouen. Julien a enfin relâché ma main. Il s'est tourné vers Victor avec un regard de dégoût. Tu as amené une guerre à ma porte. Je ne savais pas qu'il savait que j'étais là, a plaidé Victor. Un fort fracas a retenti d'en haut. Des coups de feu. Le pop, pop, pop distinctif des pistolets semi-automatiques. Ils sont en train de forcer l'entrée, a crié Pierre, sortant un pistolet de sa ceinture. Patron, il faut vous emmener à la chambre forte. Julien m'a regardé. Tu peux partir par l'arrière. Va. J'ai hésité. Je devais partir. Ce n'était pas mon combat. Je devais courir, disparaître, trouver une nouvelle ville, changer de nom à nouveau. Mais alors j'ai entendu des pas qui tonnaient dans les escaliers. La porte s'est ouverte en grand et 3 hommes en équipement tactique avec des MP5 silencieux ont fait irruption dans le gymnase. Ce n'étaient pas de simples voyous. Ils bougeaient comme des soldats. « Tuez tout le monde !» a commandé le tireur en chef. Pierre a riposté, se cachant derrière le poteau du ring. Julien a plongé derrière une pile de tapis de gym, sortant un pistolet de son étui de cheville. Mais moi, j'étais à découvert. Le tireur en chef a levé son arme, visant directement ma poitrine. Julien l'a vu. « À terre !» a-t-il hurlé, mais je ne me suis pas baissé. J'ai vu le doigt du tireur serrer la gâchette. J'ai vu l'angle du canon. À ce moment-là, Marie Corvée est morte et le spectre est né de nouveau. Je n'ai pas fui l'arme. J'ai couru vers elle. La distance entre moi et le tireur en chef était de 5 mètres. Dans le monde de la balistique, c'est une éternité. Mais j'ai bougé avec une explosion de vitesse qui défiait les lois de la physique, me propulsant de mon pied arrière comme un sprinter quittant les starting blocks. Le tireur, un mercenaire aguerri du nom de Kroll, a ajusté son tir. Il s'attendait à ce que je zigzague ou que je plonge. Il ne s'attendait pas à un assaut frontal. Au moment où son cerveau a enregistré ma trajectoire, j'étais dans la zone morte, l'espace trop proche pour qu'une longue carabine soit efficace. J'ai frappé le canon du MP5 vers le haut avec ma paume gauche. L'arme s'est déchargée, envoyant une pluie de balles dans le plafond en béton, les inondant de poussière. Simultanément, j'ai fait un pas en avant, enfonçant mon coude droit dans la gorge de Kroll. Le bruit du cartilage qui s'écrasait était audible par-dessus des coupes de feu qui résonnaient. Kroll a laissé tomber son arme, se tenant la nuque, s'étouffant avec sa propre trachée effondrée. Je n'ai pas fait de pause pour le regarder tomber. J'ai attrapé le MP5 en chute par la sangle. J'ai tourné sur moi-même et j'ai utilisé le corps affalé de Kroll comme bouclier humain. Les 2 autres tireurs ont ouvert le feu. Des balles ont frappé le gilet tactique de Kroll, secouant violemment son corps contre mon dos. Julien, observant depuis derrière la pile de tapis, a senti un frisson lui parcourir l'échine qui n'avait rien à voir avec la température. Il avait vu des tueurs professionnels à l'œuvre. Il avait vu des agents du Mossad à Tel Aviv et des hommes de main de la Bratva à Moscou. Mais il n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas de la bagarre. C'était de la géométrie. C'était l'efficacité absolue du mouvement. Je me suis baissé, jetant un coup d'œil autour de la taille de Kroll. Je n'ai pas tiré au hasard. J'ai tiré 2 coups uniques. Crac, crac. Le deuxième tireur, un homme corpulent près de la porte, est tombé avec un trou dans le front. Le troisième tireur, réalisant que le vent avait tourné, s'est précipité à couvert derrière le ring. Il a pointé son arme sur Pierre, qui était cloué au sol et en train de recharger. « Pierre, bouge !» a crié Julien, sortant de sa cachette pour fournir des tirs de suppression. Mais j'étais plus rapide. J'ai jeté le pistolet mitrailleur vide sur le côté et j'ai sprinté vers le ring. J'ai franchi la corde supérieure, un mouvement qui nécessitait une force abdominale immense. Et j'ai utilisé l'élan pour balancer mes jambes, frappant le troisième tireur à la tête avec un coup de pied et ciseau volant alors qu'il essayait de se lever. La force de l'impact l'a assommé instantanément. Il s'est effondré sur le sol, son casque cliquetant. Le silence est revenu dans le gymnase, plus lourd qu'avant.
L'air était épais d'odeurs de cordite et de sang. Victor, l'associé de Chicago, était recroquevillé dans le coin, sanglotant. Ils sont morts. Sont-ils morts? Je me tenais au centre du carnage, ma poitrine se soulevant. L'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par la froide et dure réalité de ce que je venais de faire. Je m'étais exposé. Le masque était tombé. Je me suis tourné pour regarder Julien. Julien a lentement baissé son pistolet. Il a enjambé les débris, ses yeux rivés sur moi. Il n'a pas regardé ses assaillants morts. Il n'a regardé que la serveuse avec son chignon en désordre et son débardeur taché de sang. Tu as vidé une pièce de 3 mercenaires des forces spéciales en 14 secondes, a dit Julien. Sa voix était dépourvue de son arrogance habituelle. Elle était creuse, remplie d'une réalisation naissante et terrifiante. Je n'ai pas répondu. J'ai marché jusqu'à l'endroit où mes lunettes gisaient sur le sol. Je les ai ramassées et je les ai mises. C'était un geste futile, une tentative de remettre le costume, mais il était trop tard. Il faut y aller, ai-je dit, ma voix rauque. Ce n'était que l'équipe d'intervention. L'équipe de nettoyage sera là dans 2 minutes. Si les corbeaux sont sérieux, ils brûleront ce bâtiment. Julien a hoché la tête, reprenant ses esprits. Pierre, amène la voiture à l'arrière. Maintenant. Pierre, me regardant avec des yeux grands et craintifs, a détalé les escaliers. Victor, on y va, a aboyé Julien, saisissant l'homme sanglotant par le col. Je ne peux pas marcher. Mes jambes sont engelées, a gémi Victor. Julien l'a giflé fort au visage. Marche ou meurs, à toi de choisir. Ils se sont dirigés vers la sortie de secours dans la ruelle. J'ai pris les devants, armé d'un pistolet que j'avais récupéré sur l'un des hommes tombés. J'ai vérifié les coins, dégagé le couloir et leur ai fait signe d'avancer. Julien observait mes arrières. Il a remarqué un tatouage sur mon omoplate droite partiellement visible à travers la déchirure de mon débardeur. C'était une pièce d'échec noir, un cavalier. La mémoire l'a frappé comme un train de marchandises. 2 ans auparavant, une histoire de son cousin à Berlin, non, pardon, c'était de Marseille, un ring de combat clandestin où une femme avait battu le champion poids lourd du circuit européen. Il l'appelait le spectre. Elle se battait masquée. Elle ne parlait jamais. Elle avait disparu après le combat, laissant derrière elle une traînée d'hommes brisés et la légende d'un fantôme. Julien a ressenti une étrange sensation dans sa poitrine. Ce n'était plus de la peur, c'était de la fascination. La serveuse maladroite et effacée qu'il avait tenté d'intimider était la femme la plus dangereuse du continent, et elle était actuellement la seule chose qui le maintenait en vie. La planque n'était pas une maison, c'était une forteresse dans le ciel. Un appartement terrasse au 90e étage de la tour Montparnasse, offrant une vue imprenable sur Paris. Les fenêtres étaient en polycarbonate par balle. Les murs étaient renforcés et l'ascenseur nécessitait un scan rétinien pour y accéder. Pierre s'est effondré sur le canapé en cuir, saignant d'une éraflure au bras. Victor a immédiatement couru au bar, se servant un verre avec des mains tremblantes. Julien ne s'est pas assis. Il arpentait le sol, son énergie cinétique et en colère. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. J'avais refusé de m'asseoir. Je tenais toujours le pistolet, bien que je l'aie baissé. J'avais l'air déplacé dans ce luxe ultra-moderne, couverte de crasse et de sueur, pieds nus et meurtris. « Pose cette arme », a commandé Julien, se tournant vers moi. « Tu es en sécurité ici. » Je me suis tourné lentement. La sécurité est un terme relatif, Monsieur Dubois. Vous avez une fuite. Les corbeaux savaient exactement où vous étiez et avec qui. Cela implique que quelqu'un de votre cercle intime vous a trahi. Victor s'est étouffé avec son verre. Ne me regarde pas. J'ai failli mourir. Je ne te regarde pas, ai-je dit froidement. Tu es trop incompétent pour organiser un coup comme ça. Tu étais l'appât, pas l'architecte. Julien a plissé les yeux. Tu parles beaucoup pour une serveuse muette. Il a marché vers une table en acajou poli et m'a jeté une serviette. Nettoie-toi. Tu saignes.
J'ai attrapé la serviette, mais je n'ai pas bougé pour essuyer le sang de ma joue. Je dois y aller. J'ai réglé votre dette. Je vous ai sauvé la vie. Nous sommes quittes. Quitte? Julien a ri, un son sec et aboyeur. Tu penses pouvoir simplement partir d'ici? Tu viens de tuer 3 hommes dans mon sous-sol. La police va envahir l'obsidienne. Ton visage est sur les caméras de sécurité. J'ai effacé les enregistrements, ai-je dit calmement. Avant de monter dans le carré VIP, j'ai bouclé le flux de sécurité, vieille habitude. Julien a cessé de faire les 100 pas. Il m'a regardé, sincèrement impressionné. Qui es-tu? Je ne suis personne. Menteuse. Julien a réduit la distance entre nous. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, utilisant sa taille pour tenter de m'intimider, mais je n'ai pas scellé. J'ai soutenu son regard avec la même intensité verte terrifiante. J'ai vu le tatouage, a murmuré Julien, le cavalier sur ton épaule. Mes yeux se sont légèrement élargis. C'était la première fissure dans mon armure. Marseille, a poursuivi Julien, observant ma réaction de près. Il y a 2 ans, la fosse de fer. Tu as combattu un homme nommé Dragan. 150 kilos de muscles stéroïdés. Tu lui as cassé le fémur au 2e round. Je suis resté silencieuse, ma mâchoire serrée. Il t'appelait le spectre, a dit Julien, savourant le nom. La rumeur disait que tu étais une ancienne des forces spéciales, ou peut-être un agent de renseignement renégat. Tu as disparu après avoir refusé de truquer un combat pour le syndicat local. Ils ont mis une prime sur ta tête. 5 millions. Il s'est penché plus près, ses lèvres frôlant mon oreille. C'est pour ça que tu te caches à Paris, portant d'horribles lunettes et renversant du vin sur mes costumes, parce que la moitié du milieu européen veut ta peau. Je l'ai repoussé. C'était une poussée dure et puissante qui l'a fait trébucher de quelque part. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, ai-je sifflé. Je sais exactement de quoi je parle, a rétorqué Julien, retrouvant son équilibre. Et je sais que si je passe un seul coup de fil à mes contacts à Marseille, une équipe de tueurs sera dans un avion dans l'heure pour collecter cette prime. J'ai levé mon arme. Ne me menacez pas, Julien. Je ne te menace pas, a dit Julien, levant les mains en signe de fausse reddition. Je t'offre un emploi. J'ai cligné des yeux. Quoi? Les corbeaux viennent pour moi, a dit Julien, sa voix devenant sérieuse. Ils ont rompu la trêve. C'est de la guerre. J'ai des soldats. J'ai des tueurs à gages. J'ai des muscles comme Pierre. Mais je n'ai pas toi. Il m'a fait un geste. J'ai besoin de quelqu'un qui peut voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Quelqu'un qui peut vider une pièce en 14 secondes. J'ai besoin d'un garde du corps qui n'a pas peur de mourir. Parce qu'apparemment, tu n'as plus rien à perdre. Je ne suis pas un garde du corps, ai-je craché. Et je ne travaille pas pour des criminels. Tu es une criminelle, a souligné Julien. Tu viens de tuer 3 personnes et tu te caches d'un passé qui est sans doute plus sanglant que mon présent. Il a marché jusqu'au bar et a versé un verre d'eau. Il me l'a tendu. Voici l'accord, Marie, ou quel que soit ton vrai nom. Tu restes avec moi. Tu m'aides à écraser les corbeaux. Tu protèges mes arrières jusqu'à ce que cette guerre soit finie. Et en retour, ai-je demandé, regardant l'eau, j'avais soif. En retour, a dit Julien, ses yeux se verrouillant sur les miens avec une intensité brûlante, j'utilise mes ressources pour effacer ton ardoise. J'ai des gens à Interpol. J'ai des hackers qui peuvent nettoyer les bases de données. Je peux faire disparaître la prime. Je peux te rendre ta vie. Une vraie vie, pas cette existence d'ombre. J'ai hésité. C'était la seule chose que je voulais plus que tout. La liberté. Arrêtez de regarder par-dessus mon épaule. Arrêtez de porter le masque de la fille maladroite. Comment savoir si je peux vous faire confiance? Ai-je demandé. Tu ne peux pas, a admis Julien brutalement. Mais pour l'instant, je suis la seule option que tu as. Tu sors par cette porte. Tu es seul contre les corbeaux, la police et les gens qui te traquent depuis l'Europe. Tu restes ici. Tu es sous la protection de la famille Dubois.
J'ai regardé l'arme dans ma main, puis Julien. J'étais fatigué de courir. J'étais fatigué de me cacher. Et étrangement, malgré son arrogance, malgré sa cruauté au club, il y avait quelque chose chez Julien Dubois qui m'attirait. Il me voyait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait réellement. J'ai enclenché la sécurité sur le pistolet et je l'ai posé sur la table. Si vous me trahissez, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure mortel, je ne vous briserai pas la jambe. J'arrêterai votre cœur. Julien a souri. Ce n'était plus le sourire narquois d'un tyran cette fois. C'était le sourire d'un roi qui venait de trouver sa reine. Je compte sur ça, a-t-il dit. Soudain, le téléphone de Victor a vibré sur le comptoir du bar. Il l'a décroché, a lu le texte et est devenu pâle. Julien, a bégayé Victor. Les infos. C'est partout aux infos. Julien a attrapé la télécommande et a allumé le téléviseur géant à écran plat sur le mur. Nouvelle de dernière minute a clignoté à l'écran. Une journaliste se tenait devant l'obsidienne, des lumières bleues clignotant derrière elle. Massacre dans le club exclusif de Paris. La police a identifié le propriétaire, Julien Dubois, comme personne d'intérêt. Mais des sources indiquent qu'il recherche également une femme, une serveuse soupçonnée de complicité. L'écran a changé pour montrer une photo granuleuse d'une caméra de circulation. C'était moi et Julien courant dans l'allée. C'était flou, mais mon visage était visible. Ils ont ton visage, a dit Julien d'un air sombre. La chasse est ouverte. J'ai fixé l'écran. Mon anonymat avait disparu. Le fantôme était public. Il faut bouger, ai-je dit, mon esprit passant déjà en mode tactique. Cet endroit est trop en vue. Si la police sait, les corbeaux savent. J'ai une villa sur la côte d'Azur, a dit Julien fortifié. Trop évident, ai-je rétorqué. Ils s'attendront à ce que vous vous cachiez dans une forteresse. Il faut aller là où ils ne chercheront pas. Un endroit public mais invisible. Où ça? A demandé Julien. Je l'ai regardé, une étincelle de défi dans les yeux. Mon appartement à Belleville, c'est un taudis, pas de sécurité, poste de portier et personne ne sait qu'il existe. Julien a regardé ses chaussures à 3000 €, puis la saleté sur mes leggings. Le roi de Paris se cachant dans le logement d'une roturière. C'était absurde. C'était insultant. C'était parfait. Très bien, a dit Julien. Emmène-moi à ton château, princesse. Le trajet jusqu'à Belleville fut une étude de tension pure. Nous avions abandonné l'encombrant SUV blindé de Julien 3 rue avant l'Obsidienne, l'échangeant contre une Honda Civic volée que j'avais démarrée en moins de 30 secondes. Julien était assis sur le siège passager, ses genoux pressés contre le tableau de bord, ressemblant à un tigre en cage dans une boîte en carton. Pierre était serré à l'arrière avec un Victor tremblant. Nous nous sommes garés à 2 rues d'un immeuble en briques délabré à Belleville. Le quartier était calme, l'air sentait les gaz d'échappement et le pavé humide. « C'est ça? » a demandé Julien, observant la porte d'entrée taguée. « Je possède des entrepôts de stockage plus beaux que ça. » Il a 4 sorties, des murs minces pour que je puisse entendre les mouvements, et des voisins qui ne posent pas de questions, ai-je répondu, coupant le moteur. « Sortez, gardez la tête baissée. » L'appartement était au 4e étage sans ascenseur. C'était un studio à peine plus grand qu'une cellule de prison. Un simple matelas était posé sur le sol, impeccablement fait avec une précision militaire. Une petite table contenait un ordinateur portable et une pile de téléphones jetables. Il n'y avait pas de photos au mur, pas de décoration, pas de plantes. C'était la maison d'un fantôme, quelqu'un prêt à partir en 5 minutes sans laisser de traces. Pierre se tenait près de la porte, sa massive silhouette bloquant le Judas. Victor s'est affalé dans l'unique chaise, se consolant avec une bouteille de vodka qu'il avait volée au club. Julien a marché jusqu'à la fenêtre, regardant à travers les stores. Si les corbeaux nous trouvent ici, nous sommes piégés. C'est un entonnoir mortel. Ils ne nous trouveront pas, à moins que quelqu'un ne leur dise où nous sommes. Ai-je dit, jetant un regard aiguisé à Victor. Je me suis dirigé vers une lame de parquet lâche près de la kitchenette,
l'ai soulevé et en ai sorti une trousse de premiers secours qui ressemblait plus à un sac de traumatologie de zone de guerre. « Enlevez votre chemise », ai-je ordonné à Julien. Julien a levé un sourcil. « Au moins, paye-moi le dîner d'abord. Vous avez pris un coup au foie qui vous a mis à genoux et vous avez durement heurté le sol pendant la fusillade. Je dois vérifier s'il y a des hémorragies internes. » Et je dis, ma voix clinique. « Chemise, s'il vous plaît. » Julien a déboutonné sa chemise tachée et l'a laissé tomber. Son torse était une carte de cicatrices violentes de couteaux, de balles et de fils. Mais actuellement, une énorme échymose sombre fleurissait sur ses côtes là où je l'avais frappé. J'ai mis des gants en latex et j'ai commencé à palper la zone. Mes doigts étaient frais et fermes. Quand j'ai appuyé contre ses côtes inférieures, Julien a sifflé de douleur. Rien n'est cassé, ai-je conclu, appliquant un gel rafraîchissant. Mais vous allez le sentir pendant des semaines. Tu frappes comme un camion, a grommelé Julien me regardant. J'étais si proche qu'il pouvait sentir la légère odeur de vanille sous la poudre et la sueur. Sans l'uniforme trop grand, sans le jeu, j'étais captivante. Mes mouvements étaient économiques, intelligents. J'ai retenu mon coup, ai-je murmuré, fixant un pansement sur une coupure à son épaule. Si je l'avais jeté avec une rotation complète de la hanche, j'aurais rompu l'organe. Julien a attrapé mon poignet. L'air dans la petite pièce est soudainement devenu lourd, chargé d'électricité statique. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai levé les yeux, mes yeux verts se verrouillant sur les siens. Pourquoi je ne vous ai pas tué? Oui, tu détestes les hommes comme moi, arrogants, violents. Je t'ai traité comme de la merde. Oui, c'est vrai, ai-je concédé. Mais vous ne m'avez pas regardé avec pitié. Vous m'avez regardé avec défi. Et quand les coups de feu ont éclaté, vous avez essayé de me protéger. Vous m'avez dit de me baisser. J'ai retiré ma main doucement. J'ai l'habitude que les hommes m'utilisent comme bouclier, Julien. Vous êtes le premier qui a essayé d'être le bouclier pour moi. Julien est resté silencieux. Il m'a regardé évoluer dans la petite pièce, vérifier les serrures, éteindre les lumières pour qu'elles ne projettent pas d'ombre. Il a réalisé qu'il voyait la vraie femme sous les couches de traumatisme et d'instinct de survie, et il voulait tout savoir. « Qui t'a appris ?» a demandé Julien dans l'obscurité. « Marseille est l'endroit où tu as combattu. Mais où as-tu appris à tirer? À esquiver un jab comme ça? » Je me suis assise sur le bord du matelas, nettoyant le pistolet volé. Mon père, il était difficile. Il voulait un fils. Il a eu une fille. Or, il avait essayé de construire le fils qu'il voulait à partir de la fille qu'il avait. Est-il encore en vie? Non, ai-je dit, ma voix plate. Je l'ai tué. L'aveu a plané dans l'air. Victor ronflait bruyamment sur sa chaise, inconscient. Pierre bougeait près de la porte. Julien n'a pas scellé. Dans son monde, le parricide n'était pas un péché. Parfois, c'était une nécessité. Était-ce justifié? C'était de la survie, ai-je dit. Et ma chère était belle. Et regardez Julien. Il m'a vendu au syndicat de combat quand j'avais 16 ans. Je me suis échappé quand j'en avais 22. C'était la nuit où il est mort. Julien s'est approché et s'est assis à côté de moi sur le matelas. La proximité était enivrante. Il a tendu la main et a touché une mèche de cheveux égarés qui était tombée près de mon visage. « Tu n'es pas une serveuse, Marie, » a-t-il chuchoté. « Et tu n'es pas un monstre. Tu es une reine en exil. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je me suis penché vers son toucher juste une seconde, m'accordant le luxe d'un contact humain que je m'étais refusé pendant des années. « Nous avons un seul lit, » ai-je dit, ma voix rauque. « Je prendrai le sol, » a proposé Julien, se surprenant lui-même. « Ne soyez pas stupide. Vous êtes blessé, » ai-je dit. Je me suis allongé, le dos contre le mur, larmes sous mon oreiller. Nous partageons dos à dos. Si quelqu'un passe cette porte, nous nous réveillons en nous battant. Julien s'est allongé à côté de moi. Le matelas était étroit, son dos pressé contre le mien. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, le rythme régulier de sa respiration. Pour la première fois depuis 10 ans,
Julien Dubois n'a pas ressenti le besoin de dormir d'un œil. Il avait le spectre qui protégeait ses arrières. L'aube s'est levée sur Belle-Île, projetant une lumière grise et maladive dans le studio. J'étais réveillé avant le soleil, mon horloge interne réglée sur le danger. J'ai glissé avec précaution sous le bras de Julien. Dans son sommeil, le parrain mafieux me tenait, non pas comme une arme, mais comme une bouée de sauvetage. Je me suis dirigé silencieusement vers la table où les téléphones jetables étaient empilés. Victor était toujours affalé sur la chaise, ronflant, inconscient du fait qu'il respirait sur du temps emprunté. J'avais cloné sa carte SIM pendant la nuit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les journaux. Mon sang s'est glacé. 3 messages sortants envoyés à 2 heures du matin. Destination, numéro inconnu. Message, nous sommes à Belleville, immeuble en briques au 4e étage. Message, la serveuse est la tireuse. Message, amenez l'équipe lourde. Je n'ai pas crié. Le calme froid du spectre est descendu sur moi. Je me suis dirigé vers la chaise, j'ai attrapé une poignée des cheveux gras de Victor et j'ai claqué son visage contre l'accoudoir en bois. Victor s'est réveillé avec un hurlement. Julien était debout instantanément, son arme dégainée. « Marie, qu'y a-t-il? » « Il nous a vendus, » ai-je dit, jetant l'ordinateur portable sur les genoux de Victor. Julien a lu l'écran. Son visage est devenu de marbre. « Tu nous as vendus au corbeau après que j'ai sauvé ta misérable vie? » « Ils ont menacé ma mère. » A bafouillé Victor, crachant du sang. Je n'avais pas le choix. « Tout le monde a le choix, » a dit Julien, levant son pistolet. « Ne le tuez pas, » ai-je ordonné, vérifiant le chargeur de ma propre arme. Il est un fardeau mort, mais un atout vivant. S'il leur envoie des messages, ils écoutent. J'ai enfoncé le téléphone dans les mains tremblantes de Victor. Rends-leur un message. Dis-leur que le garde du corps est mort et que la porte est déverrouillée. Pourquoi? A demandé Pierre depuis son poste près de la fenêtre. Parce que je veux qu'ils passent cette porte, pensant qu'ils ont déjà gagné, ai-je dit. J'ai basculé le matelas sur le côté, créant une barricade. Julien, mettez-vous à couvert. Victor, assieds-toi près de la porte. Si tu fais un bruit pour les avertir, je te tire dessus moi-même. Victor s'est assis par terre, pleurant silencieusement. Ping, ont-ils répondu, a chuchoté Victor terrifié. Et t'as 30 secondes. Prêt? Ai-je chuchoté à Julien derrière le matelas. N'est prêt. La porte ne s'est pas juste ouverte. Elle a explosé vers l'intérieur. Un bélier a fait éclater le bois et 2 hommes en blouson noir ont surgi, s'attendant à une tuerie facile. Ils ont vu Victor assis par terre et ont souri. Pan! Mon tir a pris l'homme de tête à la gorge. Julien a sauté et a doublé tapé le second. Tir de suppression, ai-je crié alors que le couloir éclatait sous des tirs automatiques. Les balles déchiraient le placoplâtre, remplissant la petite pièce d'une poussière blanche étouffante. Victor a crié, recroquevillé en boule, jusqu'à ce qu'une balle perdue de ses propres alliés le réduise au silence pour toujours. « On ne peut pas tenir ça !» a crié Julien par-dessus le vacarme. « Ils ont trop d'hommes! La fenêtre !» J'ai attrapé une grenade flashbang de mon sac tactique, une relique de ma vie passée. J'ai tiré la goupille et je l'ai jetée dans le couloir. Boum! Une lumière aveuglante et une explosion percutante ont secoué le bâtiment. Saisissant la confusion, j'ai traîné Julien vers l'escalier de secours. Monté sur le toit, ils se sont précipités dans l'air mordant du matin, les escaliers métalliques claquant sous leurs pieds. Pierre a suivi de près, tirant des coups au hasard pour couvrir leur retraite. Ils ont atteint le toit, une étendue plate de goudron et de gravier. Là, j'ai pointé l'immeuble voisin. Il était à 2 mètres de là, de l'autre côté d'une allée qui descendait de 4 étages. Il faut sauter, sauter ou mourir, a rugi Julien. La porte d'accès au toit s'est ouverte en grande derrière eux. 6 soldats des corbeaux ont jailli à me lever. Je n'ai pas hésité. Je me suis lancé dans les airs, atterrissant en roulade sur le toit adjacent. Julien a suivi, atterrissant durement mais en sécurité.
Nous nous sommes tournés pour chercher Pierre. Le grand garde du corps a sprinté vers le bord. Il a sauté, mais un seul coup de feu a retenti. Une balle l'a atteint en plein vol. Son élan a faibli. Il a manqué la corniche de quelques centimètres. « Pierre !» Julien a bondi en avant, hurlant. Il a regardé impuissant son soldat le plus loyal tomber, s'écrasant dans la benne à ordures 4 étages plus bas. Julien a figé, fixant l'abîme. « Ils l'ont tué, ils ont tué Pierre, et ils vous tueront aussi si vous ne bougez pas. » J'ai attrapé son visage, le giflant fort. « Bougez, Julien !» Je l'ai traîné loin du bord juste au moment où les balles commençaient à ébrécher le béton autour d'eux. Nous avons sprinté sur les toits de Belleville, une course de parcours désespérée contre la mort, glissant finalement le long d'un escalier de secours 5 pâtés de maisons plus loin. Nous nous sommes effondrés dans une ruelle étroite derrière une benne à ordures, haletant pour respirer. Julien tremblait, non pas de peur, mais d'une rage qui le consumait. « Ils vont payer », a-t-il sifflé, les larmes se mêlant à la poussière sur son visage. « Je vais réduire les corbeaux en cendres. Vous le ferez, ai-je dit, ma voix stable. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous survivons. » Julien m'a regardé. Il avait perdu son costume, son argent, son garde du corps et sa couronne. Il ne lui restait rien, sauf moi. « Où allons-nous » a-t-il demandé, sa voix brisée. « Je n'ai plus de planque. » Je me suis levé et j'ai rangé mon arme. J'ai tendu la main au roi déchu de Paris. « Vous m'avez, ai-je dit, et je connais un endroit où la mafia ne va pas, un endroit où le spectre s'entraînait. Nous irons là-bas, nous guérirons, et ensuite nous reprendrons votre ville. » Julien a regardé ma main cicatrisée et colleuse. Il l'a prise. « Menez la voie, a-t-il dit. » Les anciens fers de Louis étaient un bâtiment fantôme sous les rails grinçants du métro aérien. Il n'existait pas sur les cartes, ce qui le rendait parfait. Quand Louis, un homme sculpté dans le granit et les cicatrices, a ouvert la porte en acier, il a regardé la Marie meurtrie, puis le Julien Dubois tremblant. « Spectre !» a grogné Louis. « Tu as ramené un égaré. » « J'ai ramené un partenaire, » ai-je corrigé, guidant le roi déchu à l'intérieur. Pendant 2 semaines, le gymnase est devenu notre univers. Julien, dépouillé de ses costumes, de sa richesse et de ses soldats, a dû se reconstruire à partir de zéro. La dynamique a complètement changé à l'intérieur de ses cordes. J'étais la maîtresse et Julien était l'élève. « Tu te bats avec ego » lui ai-je dit le 3e jour, tournant autour de lui sur la toile. J'ai paré son lourd jab sans effort. La colère te rend prévisible. Prévisible te rend mort. N'essaie pas de briser la vague, Julien. Sois l'eau. Julien était frustré, son corps endolori, mais il m'observait avec une fascination croissante. Il voyait comment je calculais chaque angle, comment je bougeais avec une économie de force hypnotique. L'arrogance qu'il avait définie était lentement brûlée par la sueur et l'épuisement, remplacée par un respect d'acier. Une nuit, après une séance d'entraînement exténuante, nous étions allongés, haletants, sur la toile. « Pourquoi as-tu quitté cette vie ?» a demandé Julien, fixant le plafond écaillé. « Tu es une tigresse, Marie. Tu ne peux pas prétendre être un chose de salon. » Il a tendu la main, tremblant légèrement, et a encadré mon visage. Il n'y avait plus de cruauté dans ses yeux maintenant, seulement de la révérence. « Aide-moi à reprendre la ville, et je te promets que tu n'auras plus jamais à te cacher. Nous construirons un royaume où la tigresse marche libre. » J'ai posé mon regard sur lui, mais je n'ai trouvé que de la détermination. « D'accord, ai-je chuchoté. Nous étions assis devant les plans dans le bureau de Louis. Les corbeaux avaient consolidé leur pouvoir et organisaient un gala de couronnement à l'Obsidienne le samedi. « C'est une forteresse », a noté Julien, traçant le périmètre. 50 gardes, détecteurs de métaux. On ne peut pas faire entrer d'armes. Nous n'avons pas besoin de combattre 50 hommes, ai-je dit, ma voix calme.
Les corbeaux sont superstitieux. Ils pensent que vous êtes mort. Si le fantôme entre par la porte principale, ils gèleront. Ce gel nous donne 3 secondes. Et en 3 secondes, j'ai souri, une expression terrifiante qui promettait la violence. En 3 secondes, nous coupons la tête du serpent. Le samedi soir à l'Obsidienne était un étalage d'excès vulgaires. Le champagne coulait à flots et la basse faisait trembler les lustres en cristal. Don Charles Garnier était assis dans l'ancienne loge de Julien, ivre de pouvoir, entouré de sycophantes. « À Julien Dubois !» a crié Charles, levant un verre. « Puisse-t-il pourrir dans les égouts ?» La pièce a éclaté de rire. Puis le disjoncteur principal que j'avais truqué dans l'allée a sauté. Le club a plongé dans l'obscurité absolue. La confusion a traversé la foule. 10 secondes plus tard, les lumières de secours ont clignoté, baignant la pièce d'une lueur rouge étrange. Au centre de la piste de danse se tenait Julien Dubois. Il était rasé de près, portant un smoking vintage emprunté à Louis. Il semblait intouché. Il semblait immortel. À côté de lui se tenait une femme dans une élégante robe noire sans dos, les cheveux détachés, tenant un pistolet silencieux qu'elle avait subtilisé au portier dans la confusion. « Charles !» a retenti la voix de Julien par-dessus le silence stupéfait. « Vous êtes assis dans ma chaise. » Charles s'est levé en désordre, pâle comme un drap. « Vous êtes mort. » Je l'étais, mais je n'ai pas aimé les commodités en enfer. Julien a marché lentement vers la section VIP. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. « Tuez-le !» a crié Charles, sa voix craquant. « Tuez-les tous les deux !» 4 gardes près de la cabine ont sorti leurs armes. Je n'ai pas hésité. J'ai basculé une table lourde sur le côté, créant une couverture instantanée. « Allez !» Julien n'a pas reculé. Il a sauté par-dessus la table, se déplaçant avec une vitesse qu'il n'avait jamais possédée auparavant. Le garde du corps principal, un géant nommé Hercule, a lancé un coup de poing circulaire massif. L'ancien Julien l'aurait bloqué. Le nouveau Julien a glissé le coup de poing. Un mouvement microscopique vers la gauche. Alors que l'élan d'Hercule l'emportait vers l'avant, Julien a enfoncé son poing dans le foie de l'homme. Le crochet au foie. Hercule s'est effondré instantanément, haletant pour respirer. J'étais un tourbillon à ses côtés, couvrant ses angles morts. J'ai utilisé une bouteille de champagne pour faire tomber un couteau des mains d'un garde et j'ai enfoncé un talon haut dans le genou d'un autre. Je ne me battais pas. Je dansais. En 30 secondes, les gardes gémissaient sur le sol. Julien a atteint la cabine VIP. Charles a fouillé pour un revolver plaqué or, mais Julien a attrapé son poignet, le tordant jusqu'à ce que l'os se brise avec un craquement répugnant. Julien a claqué le visage de Charles sur la table au milieu du vin renversé. « Tu as rompu la trêve », a chuchoté Julien à l'oreille de Charles. « Tu as tué Pierre. Tu as essayé de nous traquer comme des animaux. »« S'il vous plaît, » a sangloté Charles. « Je vous donnerai tout. Laissez-moi partir. » Julien m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. « Tu ne pourras pas partir, Charles, » a dit Julien, redressant sa cravate. « Je ne vais pas te tuer. C'est trop facile. » Des sirènes hurlaient au loin. J'ai planté vos grands livres privés sur le serveur du FBI il y a 5 minutes. Et je dis, rangeant mon âme, vous pourrirez dans un supermax pour le reste de votre vie. Une mort lente. 3 mois plus tard, l'Obsidienne avait été rénovée. Le velours avait disparu, remplacé par du cuir moderne et tranchant. La peur avait disparu, remplacée par le respect. Julien se tenait sur le balcon, regardant son royaume. La porte s'est ouverte et je suis entré. Je portais un tailleur assorti au sien, découpant une silhouette nette contre les lumières de la ville. Je lui ai tendu un verre d'eau pétillante. Les Russes ont accepté les nouvelles conditions. Pas d'armes, seulement des contrats de cybersécurité. Bien. Julien a posé le verre et m'a tiré près de lui, ses mains reposant sur ma taille. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, non pas comme une arme, non pas comme une serveuse, mais comme son égal.
Tu sais, a-t-il murmuré, une étincelle espiègle dans les yeux. Je te dois encore 15 000 € pour ce costume que tu as ruiné. J'ai rien, un son rare et magnifique. Je pense que nous sommes quittes, Julien. J'ai sauvé votre vie. Vous avez sauvé la mienne. Non, a dit Julien doucement. Je ne t'ai pas sauvé. Je t'ai juste donné une plus grande arène. Il m'a embrassé, ce n'était pas le baiser d'un patron et d'une subordonnée, c'était le baiser de deux prédateurs qui avaient enfin trouvé la seule autre créature sur Terre qui les comprenait. La serveuse avait disparu. Le spectre était à la retraite. Maintenant, elle était la reine. Et Dieu aide quiconque oserait défier le trône. Aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me demande si j'ai pas fait une erreur monumentale. Probablement les deux, non? Rien n'est jamais noir ou blanc. Rien n'est parfait. Vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Refuser cette main tendue, c'était la mort à coup sûr, la cavale éternelle. L'accepter, c'était marcher avec le diable. Mais qui était le diable, au fond? Cette vie, c'est la mienne maintenant. Pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est déjà beaucoup.